Le 22 octobre 2019 est un grand jour. C'est même probablement la plus grande date depuis la découverte de la maladie. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le jour où l'on va rapporter pour la première fois l'effet d'un médicament sur les symptômes de la maladie. Ce traitement est déjà efficace sur les lésions de la maladie, c'est-à-dire sur la concentration des lésions amyloïdes dans le cerveau des patients. On voit ici que chez le sujet traité par placebo, la concentration des lésions rouges se maintient, ne change pas. En revanche, chez les patients traités par 10 mg par kilo, on voit une diminution très importante de ces lésions, témoignant de l'efficacité du médicament. Ça marche sur les lésions, mais encore plus intéressant, ça marche, et pour la première fois, sur les symptômes. Quand on regarde l'évolution du score à l'échelle de démence clinique, on voit au cours du temps l'aggravation progressive en rouge chez les sujets placebo. En revanche, chez les patients traités par l'aducanumab, on voit que la courbe se stabilise, comme si finalement les symptômes arrêtaient de s'aggraver. Donc ce médicament est efficace sur les lésions de la maladie, il est aussi efficace sur les symptômes. Comment cela est-il possible? Pour cela, il faut comprendre et rappeler comment la maladie se met en place. En d'autres termes, quels sont les mécanismes biologiques de la maladie d'Alzheimer. Les symptômes de la maladie d'Alzheimer résultent d'une atteinte lente et continue de différentes parties du cerveau. Cette atteinte, qui affecte les cellules nerveuses, est le résultat de deux processus distincts qui se produisent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un processus implique une protéine appelée bêta-amyloïde et l'autre implique une protéine appelée tau. Dans le premier de ces processus, la protéine bêta-amyloïde s'accumule dans le cerveau. Et cela peut commencer jusqu'à 15, voire même 20 ans avant la survenue des premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Tous les cerveaux produisent la protéine bêta-amyloïde, mais chez les personnes en bonne santé, elle est éliminée par l'organisme avant qu'elle ne puisse devenir nuisible. Dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la protéine bêta-amyloïde s'agrège, s'accumule et forme des amas appelés plaques. Avec le temps, ces plaques se forment dans les régions du cerveau dites associatives, qui sont impliquées dans les fonctions supérieures d'apprentissage, de mémoire, de langage ou de reconnaissance notamment. Le second processus qui implique la protéine tau commence également de nombreuses années avant les premiers signes de la maladie. La protéine tau assure normalement la stabilité des neurones. Mais chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, la protéine tau est altérée et forme des enchevêtrements qui les rendent non fonctionnels. À la fin, les processus impliquant les protéines bêta-amyloïde et tau peuvent porter atteinte aux cellules nerveuses. À mesure que cette atteinte affecte les régions du cerveau l'une après l'autre, elle conduit à la survenue de symptômes de la maladie. Nous venons de voir que les plaques amyloïdes sont un élément central de la maladie d'Alzheimer. Le médicament agit contre ces plaques. Comment? Lors d'une étude clinique, les chercheurs ont administré en perfusion lente l'aducanumab chez les patients atteints d'Alzheimer à un stade précoce. Entre 1 et 2 pour 1000 des anticorps pénètrent dans le cerveau, où ils s'accrochent aux bêta-protéines amyloïdes capricieuses. Les chercheurs sont convaincus qu'ensuite, les cellules microgliales entrent en action et font disparaître les protéines bêta-amyloïdes du cerveau. Les résultats de l'essai confirment l'hypothèse amyloïde, ils suggèrent que l'élimination de la protéine elle-même soulage des symptômes de la maladie. La deuxième information importante est qu'il est maintenant établi que ces produits seront d'autant plus efficaces qu'ils seront prescrits tôt, très tôt, avant même le début des symptômes. Et c'est tout le domaine de la recherche clinique qui cherche à identifier ces biomarqueurs qui sont des signatures biologiques de la présence de la maladie. Le patient détient un secret, c'est celui de sa maladie. Et c'est là qu'il faut chercher. C'est là que nous cherchons justement ces fameux biomarqueurs, c'est-à-dire cette protéine anormale que l'on peut identifier dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien. Mais c'est aussi les lésions que l'on peut visualiser par des techniques modernes de neuroimagerie. La maladie d'Alzheimer est une maladie maintenant que l'on peut investiguer du vivant du patient. C'est ce qu'on appelle la recherche des biomarqueurs. Alors quels sont ces marqueurs biologiques? Eh bien, ce sont des protéines anormales sécrétées par le cerveau qu'on va retrouver à la périphérie, soit dans le sang, soit dans le liquide céphalorachidien. Et ici, on fait ces dosages qui nous permettent, en collaboration avec des équipes du site et en collaboration avec des équipes étrangères, je pense notamment des équipes suédoises, eh bien, ces dosages nous permettent
de mettre en évidence des anomalies, par exemple une diminution de la concentration du peptide amyloïde ou une augmentation de la protéine tau. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on a montré par exemple que l'augmentation des protéines tau était associée à l'atrophie de l'hippocampe, elle-même associée au syndrome amnésique. Donc il y a toute une cohérence qui se dégage entre les lésions et les symptômes, et c'est ça la recherche clinique, c'est ce que nous faisons ici. Vous avez ici le TEP-IRM acheté par la Fondation pour Recherche sur Alzheimer. C'est le premier appareil totalement dédié aux maladies du système nerveux en France. On peut réaliser en une seule acquisition une imagerie par tomographie d'émission de positons, ou TEP, et une imagerie par résonance magnétique, ou IRM. En TEP-IRM, nous avons des biomarqueurs qui nous permettent de visualiser du vivant des patients la présence des lésions de la maladie, c'est-à-dire les plaques amyloïdes qui sont présentes très précocement, des années avant le début de la maladie, ou la pathologie tau qui, elle, va apparaître au moment des premiers symptômes. Ces biomarqueurs sont utilisés principalement en recherche. Pour nos patients, tous les jours, nous avons des biomarqueurs de neurodégénérescence. Nous pouvons étudier le métabolisme glucidique en TEP, et nous pouvons aussi étudier l'atrophie hippocampique en IRM. Donc aujourd'hui, on peut visualiser les lésions de la maladie. Mais est-ce pour autant que le fait d'avoir des lésions quand on n'a pas des symptômes signifie qu'on développera la maladie? C'est le sujet de l'étude INSIGHT qui vise à définir le risque de progression vers la maladie d'Alzheimer. Pour cela, nous avons recruté 318 sujets âgés de plus de 70 ans, normaux, qui n'avaient aucun trouble cognitif ni aucun trouble de mémoire. Ils ont accepté qu'on leur fasse à l'entrée dans l'étude un examen TEP amyloïde pour savoir s'ils avaient ou non des lésions amyloïdes dans le cerveau. 28% d'entre eux, c'est-à-dire 88 sujets, avaient des lésions dans leur cerveau, alors même qu'ils n'avaient aucun symptôme de la maladie. Les 88 qui ont les lésions, on les retrouve à droite, alors que les 230 qui n'ont pas de lésions sont à gauche. Sur les 88 sujets qui ont des lésions, après 5 ans d'évolution, alors qu'ils ont maintenant en moyenne 82 ans, seuls 15 ont évolué vers la maladie d'Alzheimer. La conclusion principale de cette étude est que la présence des lésions ne suffit pas à déterminer une évolution vers la maladie. Ce point est important et c'est la première fois au monde que l'on soulève ce point. Ça veut dire que dans l'avenir, quand on aura des médicaments qui seront actifs contre ces lésions, il ne faudra pas se contenter de repérer des gens qui ont des lésions, il faudra s'assurer qu'ils sont bien à risque d'évoluer rapidement vers la maladie. Il ressort de tout cela que c'est bien le patient qui doit être au centre de la recherche. Et c'est ce que soutient la Fondation pour Recherche sur Alzheimer, c'est cette recherche ciblée sur ce patient, c'est-à-dire la recherche clinique.